Bonjour à tous et merci de regarder Student Debate sur les antennes de Campus TV. Réseaux sociaux et dérives en milieu scolaire, comment préparer sa rentrée scolaire? Telles sont les thématiques qui vont meubler nos échanges durant ces 30 premières minutes. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis en compagnie de deux jeunes hommes, deux étudiants avec qui nous passerons ces 30 premières minutes et on échangera sur nos thèmes. Je commence par ma droite. Bonjour, monsieur Adjimi. Bonjour, monsieur Khalil. Vous êtes étudiant à l'ESSEC de Douala, c'est ça? Oui, Filière communication. vraiment. Comment vous allez? Je me porte très bien. D'accord. Je me retourne vers ma gauche. Bonjour, monsieur Roméo. Bonjour, monsieur Kazimi. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, nous sommes debout. D'accord. Bon. Monsieur Adjimi, Oui. dérive en milieu scolaire, dérive en milieu académique, pardon, et réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Oui, ça me parle puisque c'est une question aujourd'hui qui est récurrente, n'est-ce pas? Le terme même de réseau social qui est un terme qui est beaucoup plus aujourd'hui utilisé par les pouvoirs publics puisque c'est notre quotidien. Nous sommes toujours en contact avec les réseaux sociaux. C'est un média que, avec les enjeux actuels, moi je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Oui, et comment utiliser en bon escient les réseaux sociaux de nos jours? Comment est-ce qu'on peut capitaliser dessus pour pouvoir obtenir un bon rendu avec nos différents étudiants? Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression de perdre la jeunesse. On a l'impression qu'ils utilisent ces réseaux sociaux juste par déviance et vraiment, ils se perdent dans l'utilisation normale de ces réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que les réseaux sociaux, d'abord, n'ont jamais été un problème, puisque c'est la thèse que je défends depuis quelques années. Les réseaux sociaux sont les moyens qui nous permettent de faciliter, d'échanger, de communiquer. Maintenant, la question qui se pose, c'est au niveau de l'usage. C'est ça qui pose des problèmes. Je pense qu'il n'y a pas une bonne éducation des médias, ces réseaux sociaux notamment. C'est pourquoi moi, je vois qu'aujourd'hui, l'utilisation de ces réseaux sociaux, elle n'est pas éthique, elle ne respecte pas, n'est-ce pas, les valeurs de certaines institutions, elle ne respecte pas la conduite, n'est-ce pas, de nos établissements académiques. Ils ne respectent pas la conduite de nos établissements académiques. Les belles paroles du professeur Adjimi, du monsieur Adjimi, le futur professeur. Oh, Roméo, comment comprendre que cette montée fulgurante des dérives des réseaux sociaux aujourd'hui, comment comprendre ces scènes obscènes que nous observons aujourd'hui avec les réseaux sociaux et nos jeunes? Alors, vous savez, monsieur Kazimi, les réseaux sociaux, on ne peut pas s'en passer, vous voyez. Mais de nos jours, c'est comme l'a dit l'interlocuteur, le problème est au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qu'on doit prendre en compte pour une utilisation judicieuse. C'est-à-dire que nous sommes jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont au-dessus de nous et ces personnes doivent quotidiennement nous suivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous suivre, c'est-à-dire nous en tant que jeunes, nous suivre notre utilisation. Comment est-ce que on utilise ces réseaux sociaux? C'est vrai que les dérives, il y a plusieurs dérives telles que les addictions, c'est-à-dire que lorsque nous utilisons les réseaux sociaux, nous sommes addictifs à ces réseaux sociaux. Oui. Donc, ça fait que ça joue un peu sur la gestion du temps. Oui. Ça veut dire qu'on n'a pas, donc, c'est-à-dire si on veut utiliser 2 heures, 3 heures, 4 heures, on s'en fout de ce qu'on peut faire après. Donc, on ne sait pas donc si qu'est-ce qu'on gagne dans cette utilisation. C'est-à-dire que l'utilisation judicieuse doit être mise en place. D'accord. Donc, pour vous, pour conclure, les réseaux sociaux, cette utilisation est mal faite pour cette génération-ci. Est-ce qu'on doit conclure que les réseaux sociaux sont un mal pour cette génération? Non, pas évidemment. On ne peut pas s'en passer, vu que nous sommes dans un contexte de modernisation. C'est-à-dire que les choses avancent. Et par exemple, nous, les étudiants, nous sommes plus sur les réseaux sociaux, même plus qu'à l'école. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire s'il y a des informations, c'est à travers les réseaux sociaux qu'on peut avoir ces informations. Donc, les réseaux sociaux sont un atout. Selon moi, c'est juste l'utilisation judicieuse qui doit être mise en place. D'accord. Pour Roméo, ce sont les utilisations judicieuses des réseaux sociaux qui doivent être mises en place. Maintenant, nous nous demandons à qui la faute, monsieur Adjimi? À qui la faute pour ces réseaux sociaux-là qui sont utilisés aujourd'hui à mal, si on peut dire ça comme ça, qui sont utilisés de manière prolifique pour défendre
des mœurs vraiment pas très idéologiques et qui ne sont pas conformes à nous, qui ne nous représentent pas en tant qu'étudiants. Parce que l'étudiant aujourd'hui est un leader dans son monde, c'est quelqu'un qui amène vers la lumière, vers la connaissance. Aujourd'hui, on ne se remarque plus, on ne nous reconnaît plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée à tous les niveaux. Puisque quand on est étudiant, je pense que le milieu universitaire n'interdit pas d'utiliser le téléphone, c'est-à-dire d'entrer le téléphone dans les salles, tout ça, parce que c'est un moyen qui permet, n'est-ce pas, de faire des recherches. N'oubliez pas que le milieu académique, c'est un milieu qui dispense de savoir. Maintenant, c'est au niveau de l'éducation, comme je disais, des médias. Est-ce qu'on est vraiment éduqué à l'utilisation de ces médias? Aujourd'hui, certaines personnes qui sont là, qui ne savent pas manipuler certains réseaux sociaux, c'est pas forcément que vous avez un téléphone smart, que vous savez utiliser Les réseaux les sociaux. réseaux sociaux, mais il y a des paramètres qu'il faut respecter. Par exemple, la vie privée des gens, comment, n'est-ce pas, publier des informations, comment échanger avec des gens. Moi, je pense que la responsabilité, elle est beaucoup plus au niveau de ces étudiants, puisque les étudiants, quand ils sont dans un milieu de savoir, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, pourquoi ils utilisent, quels sont les faits. Et je peux même mettre une petite responsabilité aux parents, puisque les parents jouent également un grand rôle. Les étudiants passent beaucoup plus de temps avec leurs parents que dans le milieu universitaire. Les parents doivent accompagner, c'est-à-dire ils ont également une part de responsabilité. D'accord. Donc pour vous, la responsabilité, elle est partagée tant chez l'étudiant que chez le parent. C'est Oui. ça. Mais pour vous, est-ce que vous ne pensez pas que l'État a également un rôle pertinent, perspicace à jouer, pardon, perspicace, pardon, à jouer avec l'utilisation de ces réseaux sociaux-là? Si, puisque vous savez, l'État ne peut pas contrôler ces réseaux sociaux, puisqu'il y a aujourd'hui une démocratie. Personne, je suis chez moi, je peux communiquer, je peux publier tout ce que je veux. L'État est là pour encadrer, c'est-à-dire donner des conseils, comment utiliser ces réseaux sociaux. Je pense que le gouvernement camerounais a mis en place l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication, qui sensibilise toujours les parents, les étudiants, les élèves, c'est-à-dire tous les secteurs, afin d'une bonne utilisation, puisque l'État qui est là, le garant, n'est-ce pas, de ces trafics, puisque l'État doit accompagner ces personnes en mettant des conseils, mettant des conditions d'accès à certaines personnes, puisqu'il y a des jeunes qui sont mineurs, qui ne savent pas utiliser ces réseaux sociaux. Je pense que la responsabilité est également partagée au niveau de l'État, et l'État doit prendre ses charges. D'accord. L'État doit prendre en charge ses charges. D'accord, Adjini. C'est bien dit ça. J'espère que si vraiment le gouvernement nous regarde, qu'il prenne acte de ce que vous avez dit et qu'il le mette vraiment en pratique. Bon, mais vous pensez que, il serait possible aujourd'hui de mieux communiquer sur les sanctions observées au vu des dérives des réseaux sociaux? Oui, nous sommes voilà, dans une société où tous les, toutes les Les couches actions, sociales, toutes les les actions, actions. oui, sont régies par certaines normes. Donc, il sera nécessaire ici de faire, parce que c'est pas tout le monde, c'est vrai qu'on dit que la loi, elle a un caractère général, mais c'est pas tout le monde qui est en connaissance de comment est-ce qu'on doit utiliser. Je sais pas si c'est tout le monde qui est qui est au courant, en fait, de l'utilisation, puisqu'on dit réseaux sociaux, tout le monde dit que bon, on va Oui, il se utiliser permet de n'importe comment. dire et de faire n'importe quoi avec, Pourquoi? en fait. Donc, oui, pourvu que ça a leur propre intérêt, quoi. Oui, à leur Donc, propre il faudrait intérêt. donc que l'État, si on veut en parler de sa position, l'État doit donc éditer ses règles. Comment est-ce qu'on doit utiliser? Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les bonnes, ce qu'on dit, la préservation des bonnes mœurs, Ouais, tout et tout. ça. Donc, l'État doit juste, il ne peut pas venir entrer dans chaque maison, dire que voilà comment on va utiliser, puisque bon, mais on doit quand même mettre en œuvre certaines mesures d'utilisation. Oui, les mesures, elles sont mises en œuvre, mais le problème est comment est-ce qu'on fait pour les appliquer. On a l'impression que c'est dit de manière Guerre. vulgaire, juste comme ça, à la laisser aller, quoi. Parce on voit des dérives chaque jour de plus en plus grandes. Comment stopper ce phénomène en réalité? Bon, la responsabilité elle va être parentale.
voyez, parce qu'on dit que la famille, c'est le premier cadre social. Oui, oui, c'est la cellule mère de Oui, la c'est société. la société. Donc, la responsabilité ici revient dans chaque chef de famille. D'abord, avant que l'État ne peut pas entrer dans chaque famille pour dire comment est-ce que les choses doivent se passer. Sinon, on va prendre toute une éternité et il y a d'autres problèmes on peut ignorer. Vous Bien voyez. évidemment. Donc, pour vous, le premier cadre de sanction, de Sensibilisation, canalisation, d'éducation, pardon, de la dérive de ces réseaux sociaux, ça commence à la maison, à la quoi, maison à la d'abord, famille. d'abord dans la famille. D'accord. Vous partagez cet avis? Oui, je partage son avis. Pourquoi? Parce que l'État intervient toujours. L'État donne des conseils à travers l'agence que je viens de citer, Oui, la TIC. Antique. Oui. L'État a mis en place un guide des conseils Oui. aux parents, aux élèves, c'est-à-dire de tous les acteurs. Ce qu'il faut savoir, comment nous devons être en possession de ces conseils, de ces guides. Je pense que l'État doit multiplier les communications autour de ces guides pour que les choses avancent. Oui, l'État doit multiplier les communications autour de ces guides pour que les choses avancent. Oui, mais vous ne croyez pas que c'est assez pris à la légère au niveau étatique? Parce qu'on n'observe vraiment pas des mouvements, des campagnes de sensibilisation et bien d'autres. On devrait normalement voir, comment dire, des pancartes affichées, des panneaux. Il faut capitaliser sur la communication, pardon, sur les réseaux sociaux, sur l'utilisation des réseaux sociaux. On a besoin que l'État mette les moyens en jeu pour ça, en fait. On a besoin que l'État puisse comprendre il est pertinent pour nous aujourd'hui de contrôler les réseaux sociaux. Mais on a également besoin que la jeunesse d'aujourd'hui comprenne qu'on doit utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient selon vous? Selon moi, les réseaux sociaux, nous devons utiliser, comme je disais, à des fins qui nous permettent, n'est-ce pas, de faciliter les échanges avec les gens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'ont pas seulement des moyens de communication académique, tout ça, mais les réseaux sociaux jouent un grand rôle puisque au niveau de l'économie, au niveau à tous les domaines. Puisqu'aujourd'hui, les gens font du commerce en ligne à travers les réseaux sociaux. Moi, je pense que ça permet à ces jeunes, n'est-ce pas, de, de se créer, de lancer les activités en ligne. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas un problème à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces jeunes doivent être conscients pourquoi ils utilisent les réseaux sociaux. Oui, pourquoi est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux? En fait, c'est la question que chaque jeune doit se poser aujourd'hui lorsqu'il va sur un réseau social pour poster ou publier quelque chose. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants ou bien les élèves aujourd'hui, ils utilisent les réseaux sociaux de manière fulgurante. Qu'est-ce qui peut pousser un étudiant à se filmer, à filmer une vidéo obscène, pardon, et la publier sur les réseaux sociaux? Sinon, qu'est-ce qui peut pousser à ça? Moi, je pense qu'il y a l'addiction qui intervient à ce niveau. Aujourd'hui, les étudiants, non seulement, qu'on ne peut pas dire qu'étudiants, les utilisateurs de manière générale, tu es là à la maison, tu entres à la cuisine, tu as l'intention sur ton téléphone. Est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que j'ai reçu un appel? Ce sont, n'est-ce pas, ces genres de choses qui nous ont accompagnés jusqu'au milieu universitaire. Puisque aujourd'hui, les jeunes sont obligés, puisqu'il y a également la publication de certaines photos des amis, tout ça, qui font que les étudiants et également, ils veulent se mettre en ligne. Je vais prendre un exemple. Dans le milieu universitaire, par exemple, les étudiants, j'ai eu à faire, lors d'un contrôle continu, les étudiants, on a reporté le contrôle continu. À côté de moi, il y avait la joie, les gens ont leur téléphone, ils filmaient C'est l'événement. incroyable. On reporte un contrôle continu et il y avait la joie. Oui, il y avait la joie et à côté des gens, les gens filmaient, ils ont mis sur les statuts, reporté, tout ça. Puisque une autre personne peut prendre ça et mettre dans les réseaux sociaux. Et je pense que ça, ce n'est pas le but d'un milieu académique. Non, pas Il du faut transmettre, c'est un milieu qui transmet le savoir. Je pense que nous devons être conscients, n'est-ce pas, sur l'usage de ces réseaux sociaux. D'accord. À nos jeunes frères qui nous écoutent, à nos camarades et à toute personne qui nous regarde, il faut être conscient de l'utilisation des réseaux sociaux. Ça, c'est notre ami Mahamat Adjimi qui le dit et nous sommes tout à fait d'avis avec ça. Mais maintenant, comment comprendre? Croyez-vous que le piratage et les autres dérives de la technique et de la technologie aujourd'hui contribuent à la prolifération des réseaux sociaux? Ah oui, bien évidemment. Selon moi, c'est vrai que d'abord, avant d'arriver là, on doit aussi sensibiliser toute personne du pouvoir, comme il a déjà dit monsieur, à une utilisation objective, Responsable. responsable.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on utilise, savoir pourquoi est-ce qu'on utilise. Bon, pour répondre à votre question, le piratage, il y a une cyberharcèlement, c'est les réseaux, le piratage aussi, tout ça contribue vraiment à la détérioration ou à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Mais dans un cadre plus objectif, euh, nous proposons à toute personne qui utilise, c'est pour ça qu'il y a un système de sécurisation en fait, des comptes qui existe. C'est-à-dire quand tu crées un compte, tu sécurises en fait. Tu crées des mots de passe et comme ça. D'accord. Donc, si nous allons dans une perspective de sécurisation, le cyberharcèlement ne sera pas D'aussi une grande portée et contribuera de manière effective à la prolifération des SME. D'accord. Pour M. Roméo, nous devons vraiment encourager la confidentialité, la sécurisation de nos comptes, et etc. Et etc. Bon, ça c'est Dor et David. On ne s'arrêtera pas là parce que on va regarder l'extrait de cette petite vidéo en milieu scolaire qui présente le plus les visages de l'étudiant et de l'élève. Oui, bonjour chers parents. Nous nous permettons de vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous interpeller. Parce que la situation que nous vivons est devenue un peu alarmante et c'est à l'attention de tous les parents. Voici des jeunes enfants qui sont allés à l'école ce matin, qui sont sortis de leur maison pour aller à l'école ce matin. Ce sont certainement des élèves du collège Don Bosco de Nibomantayaoundé qui seraient en classe de 4e. On les amène aujourd'hui à l'hôpital de toute urgence, comme s'ils avaient eu des problèmes sérieux. Mais après examination, nous nous rendons compte qu'ils sont juste dopés. Ils sont sous l'effet des stupéfiants inconscients, comme vous pouvez le voir. Donc c'est à votre attention, chers parents. C'est de plus en plus une situation préoccupante. Parce que ça aurait pu être le pire. Aujourd'hui, nous sommes là en train de nous débrouiller, pas de nous débrouiller, en train de nous évertuer à trouver des solutions. Ils sont non seulement non identifiables, d'aucuns, on peut quand même dire sous la tenue, qui est déjà en état vraiment déplorable. Et l'argent que les parents dépensent à l'école pour pouvoir faire de ces enfants des hommes de demain, chers parents, veillez sérieusement à communiquer suffisamment avec vos parents à la maison. Parce que s'il n'y a pas assez de communication, il y a bien des choses qui vont vous échapper. Plusieurs vidéos ont déjà été faites à l'endroit pour pouvoir vous montrer des détails sur ces enfants qui sont interpellantes. Interpellant autant pour moi, des choses qui préoccupent, qui montrent que ces enfants sont déjà en train de faire des choses déplorables. Celui-ci, il quitte la maison sans ceinture, il l'a en passerelle, il ne sait même plus où on a agité ça. Il marche avec des cordons, des lacets de chaussures avec des couleurs pour montrer qu'ils sont dans un groupe de deal. C'est vraiment très dangereux. C'est vraiment très dangereux. L'autre aussi, vous voyez comment il est en train de baver. Si maintenant il perd la vie là maintenant, que dirons-nous? C'est vraiment très dangereux. Donc, chers parents, prenons conscience et exhortons nos enfants à la maison. Retour sur ce plateau après l'observation de ces images vraiment dérivantes de nos jeunes aujourd'hui qui prennent plaisir à se filmer et à poster sur les réseaux sociaux du n'importe quoi. Monsieur Adini, qu'est-ce qui peut pousser un étudiant, un élève, comme ces deux jeunes qu'on vient d'observer, à filmer leur scène vraiment, disons ça comme ça, vraiment très obscène et poster sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui peut les pousser à vouloir inciter? Parce que ça, c'est même de l'incitation à la jeunesse de devoir consommer les stupéfiants et si ça. Pensez-vous que ça encourage ces choses-là, ces pratiques-là? Moi, je pense que ça n'encourage même pas, puisque ce sont des actes qui n'accompagnent pas, n'est-ce pas, notre quotidien. Je pense que ce qui pousse, n'est-ce pas, ces étudiants à faire, c'est une manière de transmettre une image, n'est-ce pas, de leur image. Par exemple, sur cette vidéo, si je vois les étudiants en train de consommer des stupéfiants, tout ça, ils sont conscients qu'ils sont en train de filmer. Je pense qu'ils ne sont pas conscients. Parce qu'ils doivent avoir une éducation. Le fait de se filmer, après avoir filmé, n'est-ce pas, ces genres d'images ou de vidéos, vous ne pouvez plus contrôler, puisque ça va partir de tous les sens.
Je pense qu'ils sont conscients, en même temps ils sont inconscients. D'accord. Donc, pour vous, l'emprise des stupéfiants encourage encore plus la prolifération des réseaux sociaux, prolifération de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, apparemment. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez quand vous regardez ça comme ça, quand vous regardez ces images-là? Qu'est-ce que ça vous pousse à faire, à ressentir, en fait? Vraiment, je ne sais pas vraiment chez qui on doit retenir les torts. Parce que tout c'est de la base. Comment est-ce que les gens... On n'a pas commencé étant petit, c'est-à-dire que ça a pris L'évolution. un peu au fil du temps, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime toujours prendre le système de l'encadrement. D'accord. Donc, vous revenez sur la cellule, en fait, sur la cellule sociale. Yes, c'est-à-dire avec qui on marche. On dit, si tu as 5 amis qui sont fumeurs, c'est seulement que le sixième. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment au niveau de l'éducation. D'accord. Donc, pour vous, l'éducation et le milieu sont les principaux tremplins pour ces dérives observées là. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour lutter contre ces fléaux? C'est-à-dire, bon, il y a les règlements et les réglementations qui doivent être mises en place et qui doivent être pratiquées. Oui. Dans la famille, je prends toujours dans ce cadre-là parce que c'est le premier objectif. Pour vous, tout va de là, La quoi. famille, oui. La famille, le cadre social. Oui, le cadre social, parce que si on rate l'éducation de l'enfant, Forcément, on aura un mauvais citoyen. Oui, mais quand je regarde encore ces vidéos, je vois la mauvaise image de la société. C'est-à-dire, c'est vrai que quand c'est des jeunes là, ils se filment, c'est pour avoir des vues, donc c'est pour être applaudi, acclamé par ceux qui sont semblables à eux. Est-ce que c'est acclamable alors? Non, mais non, on peut prendre ça dans cette mesure-là, parce que les jeunes, vraiment, c'est une mauvaise publicité. Ça veut dire qu'ils sont en train d'encourager d'autres personnes, ou alors à montrer que non, ça peut être un bon chemin pour arriver quelque part, mais ils se trompent. C'est pas ça. Donc, on doit vraiment entrer encore dans le système familial. Voilà. Chers amis, vous vous trompez si vous croyez que c'est en vous filmant sur les réseaux sociaux avec ces comportements déviants et tout, que vous allez avoir les likes et une personnalité. Selon vous, vous vous trompez et effectivement, vous êtes sur la mauvaise voie. Oui, pour vous, monsieur Adjimi, comment stopper ces comportements déviants-là? Comment arrêter ça? Avant d'arriver à la question, je vais ajouter à la question précédente. Ouais. Je pense que ces genres de vidéos, j'avais même assisté à ces genres de vidéos en milieu universitaire, parce que c'était la bagarre des deux étudiantes. Donc, on vous prend comme complice ou comme témoin? Non, quand je dis j'avais assisté, moi je ne peux pas empêcher la bagarre, mais il y avait des camarades qui étaient à côté, Oui, ils ont filmé, n'est-ce pas, la bagarre. Et la bagarre a circulé sur les réseaux sociaux et ça a entaché l'institution, l'image de l'institution. Oui, l'image. Et je pense qu'à côté, tout ce qui filmait, c'est comme si c'était un spectacle. Maintenant, pour revenir à votre question, comment stopper, n'est-ce pas, ces comportements déviants? Moi, je pense que tous les acteurs doivent intervenir. Puisque d'abord, nous les jeunes, nous devons fixer des objectifs. Puisque à l'époque, nos parents vivaient sans les réseaux sociaux, puisque l'air y marchait. Mais maintenant, aujourd'hui, comme camarade disait, c'est avec la mondialisation, nous sommes obligés à faire avec ces réseaux sociaux. Je pense qu'en tant que des jeunes, nous devons savoir pourquoi on utilise ces réseaux sociaux, pour quel but, qu'est-ce que ces réseaux sociaux vont nous donner à la fin. Et au niveau de l'État, moi, je pense que l'État doit multiplier les stratégies de communication sur l'utilisation, n'est-ce pas, de ces réseaux sociaux. Et les parents également doivent jouer un grand rôle, puisque les parents sont le centre, n'est-ce pas, de ces phénomènes. Les parents doivent conseiller les enfants, à utiliser les réseaux sociaux, n'est-ce pas pour faire des buzz ou bien pour humilier les gens, mais pour atteindre les objectifs dans la vie. D'accord. Utiliser les réseaux sociaux pour atteindre les objectifs dans la vie. Ce sont les recommandations de notre très cher ami Adjimi aujourd'hui. J'espère qu'ils vous seront vraiment utiles. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette première partie de notre émission Student Debate. Retrouvons-nous tout à l'heure juste après la pub pour la seconde partie. Vous êtes
À la quête d'un studio de photographie de qualité supérieure pour capturer vos moments les plus précieux? Ne cherchez pas plus loin. Digital Magic Studio est le lieu idéal pour réaliser vos séances photos les plus mémorables. Avec une attention méticuleuse aux détails et une expertise de son pareil, nous vous offrons une gamme variée de séances photos. Que ce soit pour un portrait personnel, un mariage élégant, une séance photo en famille ou des photoshooting de mode et bien d'autres encore. Notre équipe de photographes expérimentés est là pour vous satisfaire. Chez Digital Magic Studio, nous comprenons que chaque moment est unique et précieux. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour capturer l'essentiel de votre personnalité et créer des images qui vous feront revivre des instants magiques. Ne manquez pas l'opportunité de créer des souvenirs uniques et intemporels. Contactez-nous dès maintenant au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17 par téléphone ou via WhatsApp pour réserver votre séance photo chez Digital Magic Studio, situé à l'Axe-Loup Bonateki dans la ville de Douala. Digital Magic Studio, votre destination de choix pour des photos incroyables. Merci de regarder et de rester fidèle à nos programmes sur Campus TV. Deuxième partie de notre émission Student Debate. Comment préparer sa rentrée scolaire? Je ne suis pas seul, je suis en compagnie de deux jeunes étudiants à qui nous porterons des échanges mutuels. Bonjour Kevin. Bonjour, monsieur Nazimi. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. À ma gauche, j'ai une jolie demoiselle, Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour, monsieur Kazumi. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Comment préparer sa rentrée scolaire? Et nous livrons tous les astuces et les petits secrets pour mieux préparer sa rentrée scolaire. Kevin, comment faites-vous pour préparer votre rentrée scolaire? Personnellement, pour préparer ma rentrée scolaire, je dirais d'abord que pour préparer une bonne rentrée scolaire, une bonne rentrée scolaire ne se prépare pas en septembre ou en octobre ou en août. Car je dis une bonne rentrée scolaire ou académique, car il y a certains, par exemple, pour les étudiants, la rentrée c'est en octobre et pour les élèves, la rentrée c'est en septembre. Je m'attarderai sur certains points, car pour préparer une bonne rentrée scolaire, je m'attarderai sur le point parental, par exemple. Car pour préparer une bonne rentrée scolaire se prépare, je vais dire comment se prépare à la clôture de la rentrée scolaire, à la clôture de la rentrée scolaire précédente. Je peux par là dire que quoi? Une bonne rentrée scolaire se prépare, par exemple, un parent pour préparer une bonne rentrée scolaire académique ou scolaire. Un parent, tu vois, il y a généralement certains parents qui se lancent dans des tontines. Oui, ça c'est sur le plan financier. Oui. Ils se lancent sur les tontines pour pouvoir prévoir la rentrée, Exactement. la scolarité, les frais et tout ça. Exactement. Tout ce qui va avec. Exactement. Certains parents ouvrent des comptes d'épargne pour pouvoir bien préparer la rentrée scolaire de leurs enfants. Et vous, sur le plan psychologique, qu'est-ce que vous préparez? Comment est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous êtes prêt à affronter la rentrée scolaire? Bon, sur le plan psychologique, on n'est jamais prêt à affronter la rentrée scolaire. C'est quelque chose qui vient De manière spontanée pour vous? Effectivement. C'est quelque chose qui vient de manière spontanée. Sur le plan psychologique, on n'est jamais prêt pour préparer une rentrée scolaire. Car il y a certains, je vais dire quoi? Il y a certains facteurs perturbants, par exemple. Tu peux te dire que non, cette année-ci là, ma rentrée scolaire, je la fais de telle façon. Mais il y a certains soucis qui apparaissent. Ah oui. Oui, c'est un facteur qui indépendant de votre volonté. Ok. D'accord. Vanessa, comment est-ce que toi tu prépares ta rentrée scolaire? Bien, comme le confrère l'a dit tout à l'heure, la rentrée scolaire ou académique se prépare pendant les vacances, en fait. C'est vrai, on doit profiter des vacances et tout, mais on doit se dire comment est-ce qu'on va commencer cette année? Comment aider les parents? On doit faire des petits jobs pour aider financièrement les parents. Et après, le deuxième point, c'est trouver, je dirais, l'établissement, trouver l'université. Et quand on trouve même déjà cette université, il faut déjà aller faire une préinscription. Parce que si on attend la dernière minute, ça ne sera pas ça possible. sera pas très évident. Pour vous, comment trouver la bonne université pour vous? Bien. Le bon centre de formation? Personnellement, je conseillerais aux jeunes de beaucoup plus s'appesantir sur les universités professionnelles de formation, oui. Parce que quand on va dans nos universités d'État, c'est vrai, ça donne de l'autonomie et tout, mais après, c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi. Contrairement quand on fait une école de formation, là, on a la pratique. C'est plus évident.
Donc, pour vous, on doit être focus sur la formation professionnelle si on veut bien préparer une excellente rentrée scolaire et savoir. D'après moi, en fait. C'est ce que je dis pour vous, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Kevin? Bon, d'une part, je suis d'accord, d'une autre part, je ne partage pas son point de vue parce que lorsqu'elle dit qu'on doit uniquement, lorsqu'elle dit que certains élèves doivent aller dans les instituts privés, par exemple, bon, de mon cas, je dirais que l'université publique, c'est aussi une bonne chose parce que l'université publique, c'est quelque chose d'international, en fait. C'est quelque chose de reconnu Oui. hors du pays pour ceux-là qui veulent, bien sûr, aller continuer les études hors du pays, alors qu'une formation, bon, une formation, c'est une bonne chose dans le cas où, par exemple, tu veux rester dans le pays. Bon, c'est ce qu'on nous dit d'habitude. C'est dans le cas où tu veux rester dans ton pays pour travailler, car ce n'est pas reconnu dans certains États. D'accord. Donc, pour vous, c'est mieux le diplôme d'abord et la formation ensuite. Oui, exactement. Il conseille le diplôme d'abord et la formation ensuite. Donc, on doit plus s'atteler on doit plus s'atteler, pardon, sur le fait de concevoir, de réussir d'abord nos diplômes et ensuite se former de manière professionnelle dans un domaine, dans un métier qui nous passionne. Pour vous, est-ce que la vocation est un moyen nécessaire de créer sa piste, en fait, son chemin dans cette société-ci, pour un étudiant ou un élève? Oui. Bon, généralement, une vocation, c'est quelque chose d'inné. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'inné et réussir sur cette lancée-là? Je dirais oui, je vais prendre je prends un exemple banal. Allez-y. L'exemple de la coiffure, par exemple. Oui. Une jeune fille qui sait faire des tresses naturellement, elle n'a pas fait une formation. Donc, avec le temps, avec, je sais pas, des petits enfants du quartier comme ça, elle fait des tresses et au fur et à mesure, elle s'améliore. Oui, c'est perfection. Justement. Là, elle peut réussir. On dirait là que c'est une vocation. Elle peut réussir avec cela. Donc, pour répondre à votre question, une vocation peut être un futur métier ou bien ça peut nous aider à mieux voir les horizons sur sa prochaine rentrée. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec le fait. Et où est la place du diplôme dans tout ça pour vous? Le diplôme est très important, je ne refuse pas. Le diplôme est très important dans la mesure où, si vous ne voulez pas faire quelque chose de personnel, si vous ne voulez pas être autonome, si vous voulez travailler automatiquement dans Pour une l'État. entreprise, dans l'État, oui, D'accord. il faut automatiquement un diplôme. Donc, pour vous, pour se lancer à l'entrepreneuriat, il faut une vocation et pour pouvoir travailler de manière dans une entreprise ou pour l'État, il faut un diplôme. C'est un peu ça. Un peu. C'est pas trop ça, mais c'est un peu ça. Tout à fait. Kevin, quel est le sentiment qui t'anime aujourd'hui lorsque tu sens qu'on a quelques heures de la rentrée scolaire? Nous sommes à une semaine, c'est ça? Donc, personnellement, le sentiment qui m'anime aujourd'hui, je dirais que je suis assez excité parce que moi, je suis déjà un ancien, quoi. Donc, la rentrée académique, ce n'est pas quelque chose qui me perturbe en fait. Ouais, Donc, tu n'as pas hâte d'y être. Oui, je sais déjà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, concernant, donc, je conseillerais à certains, Oui, je conseillerais à certains, ceux qui ne sont pas aptes, ces personnes-là qui viennent d'avoir le bac. Moi, je les conseillerais, comme l'a dit madame, de se rapprocher des instituts, de prendre certains renseignements pour voir comment la rentrée se prépare, pour voir comment ils vont affronter la rentrée scolaire dans chaque établissement. Donc pour vous, vous êtes prêts, vous êtes parés à affronter la rentrée scolaire, quel que soit le souci. C'est le même sentiment qui vous habite aussi. Oui, logiquement. En fait, si on est déterminé à vouloir faire des études, on doit être excité lorsque la rentrée s'annonce. Et qu'est-ce que vous recherchez même souvent à la rentrée? Qu'est-ce qui vous plaît à la rentrée? C'est le fait de rencontrer de nouvelles personnes. Les retrouvailles, par exemple, oui. Donc, du coup, vous êtes plus rentrée scolaire par rapport aux retrouvailles que plus rentrée scolaire par rapport au cursus académique? Généralement. Et lorsque vous rencontrez vos anciennes camarades ou vos anciennes camarades, vous partagez quoi ensemble en fait? Donc, généralement, on se partage un peu des histoires de vacances. En fait, il y a toujours plein d'histoires à partager, en fait. Comment étaient les vacances. Et tout ça. Bon, retrouvons-nous juste derrière ce Vox Pop que l'on a pris pour vous, pour prendre les idées et les avis des uns des autres. Comment est-ce que la rentrée scolaire se prépare chez eux? Préparer ma rentrée scolaire, tout d'abord, je vais au travail.
tout en pratiquant, en lisant beaucoup de documents, en exerçant, en tapant sur les réseaux, ou bien dans les plateformes de téléchargement, pour en savoir plus dans mon domaine. Et en fait, de m'améliorer au début de ma activité scolaire. Bon, pour moi, c'est d'abord une bonne formation. Pourquoi? Parce que le diplôme, c'est juste un document, oui, dans lequel tu vas présenter, mais quand tu arrives sur le terrain, on va te demander de savoir ce que tu sais faire, afin de montrer à celui qui a besoin de toi, de t'approcher, de ne sait pas quoi t'utiliser. Bon, actuellement, pour comparer ma rentrée scolaire, c'est vrai que c'est difficile. Mais je suis un jeune étudiant. À travers ce que je fais, à travers certaines petites activités, je me vais préparer ma rentrée scolaire financièrement et aussi à travers certaines connaissances que je vais acquérir. Quand je fais un stage bilan, c'est grâce à ça que je me prépare financièrement pour ma rentrée scolaire. Entre les deux, je n'hésite pas à dire une formation professionnelle parce que le diplôme, en fait, c'est un peu comme une certaine théorie, alors que la formation c'est la pratique. Donc là où tu vas aller sur le terrain, vous avez une fois des connaissances, vous pratiquez, vous exercez, vous avez des résultats contents, vous avez c'est ça la théorie, c'est par rapport à la pratique. Mais comment faire pratique sans faire théorie? Bon, pratique sans théorie, c'est vrai que les deux sont complémentaires, mais moi je prendrais plus la pratique. Donc, moi, dans la scolaire, c'est pas assez bien compris. Pourquoi? C'est pas assez... C'est pas bien, c'est pas vraiment bien. Parce qu'il y a des difficultés financières, donc c'est que là, il y a des choses qu'on doit acheter, des machines, des carrettes, acheter des bus, avant ça, ma rentrée scolaire. Mais là, maintenant, ce n'est pas encore... Il ne faut pas vraiment stable. Je choisirais une formation professionnelle. Pourquoi? Parce que la formation professionnelle, ça peut t'aider. Bon, même durant le cours de l'année, si tu as besoin de faire avant tes études, tu as eu ton diplôme en formation. Avec ton diplôme de formation, tu peux postuler pour un emploi. Bon, et quand tu postules pour un emploi, on peut facilement postuler pour un emploi parce que là-bas, on peut dire que tout le monde sait ce qu'il sait faire. Tout le monde est d'accord. Alors que quand tu as le diplôme, c'est un truc de tu as fait les choses de la tête, comme on parle, tu le fais pas, tu le fais. Dans la formation professionnelle, c'est un truc que tu dois faire. Donc, tout le monde peut le faire. Bon, c'est vrai que la rentrée scolaire n'était pas prévue le 9 septembre, c'était au préalable de qui était le plus passé. Mais bon, plusieurs personnes, moi y compris, on est content parce qu'un délai d'une semaine or a delay of 1 week is enough for us to prepare, maybe for those that do for the bank, for those that have salaries that come within the first days of the month. It's a good thing. So we're able to prepare for it because money is moving and the school books are expensive, but it's better this year than last year. Yeah. Okay. Professional training or getting a certificate, I will go for professional training. Yeah, I will go for professional training. There are two things. It's one thing to go to school and it's one thing to be skilled when you're out of school. I think the issue we're having now in our society is not because there are no jobs, it's because there are a lot of people with a certificate that compared to few people with a skill. So while everybody complains there are no jobs, let's first of all look whether those complaining are those with a certificate or those with a skill. So personally, I'll go for a professional training because I know it's difficult. The majority of people with professional training, just a few don't have work. Majority have something good. Or maybe an entrepreneur or I prefer professional training. Bonjour monsieur. Comment préparez-vous votre rentrée scolaire? Pourquoi? Je ne peux pas bien ma rentrée scolaire. Je suis dans le même bateau. Je travaille pour acheter des cahiers. Et tu fais quelle activité pour te battre et acheter tes cahiers? Je suis commerçant. Et depuis combien, les vacances c'est 3 mois, est-ce que tu as commencé à vendre depuis le début ou bien depuis combien de temps?
depuis 2 mois. On a donné les vacances, il n'était pas là. Il n'était pas là. Et l'argent que tu vas gagner, comment tu vas utiliser ça? C'est ma mère qui va savoir comment gérer avec. Comment tu ne peux pas la rentrée scolaire au regard déjà de la conjoncture, c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est un peu difficile, n'est-ce pas? Il faut se préparer comme on peut. Mais en tant que déjà jeune, quand on se bat au quotidien, n'est-ce pas, pour pouvoir un tout petit peu, n'est-ce pas, durant cette période-là, aller s'inscrire. Bon, maintenant, à la formation professionnelle ou alors académique, aujourd'hui, au regard des enjeux actuels et des besoins sur le marché, tout le monde voit que c'est d'abord la formation qui est prédomine sur la formation académique. On regarde même déjà, n'est-ce pas, des offres d'emploi sur le terrain. Donc moi, j'opte beaucoup sur la formation professionnelle. Je vois pourquoi la formation académique est un peu plus que la formation. Un Voxpop assez mitigé, hein. Certains préfèrent l'information et d'autres les diplômes. Comment départager ça? On verra bien. Mais moi, je me dis que c'est selon le bon ressenti de tout un chacun. Bon, aujourd'hui, on va parler de comment choisir sa filière. Comment est-ce que vous faites pour choisir votre filière? Vous faites quelle filière? Bon, personnellement, je dis que je suis comptable. Comment est-ce que tu as fait pour choisir la comptabilité? La comptabilité, il faut d'abord noter que moi, personnellement, j'ai un bac. Et c'est un peu un bac assez apprécié. Pas tout le monde ici au pays. Certaines personnes disent ça, on dirait pas, si tu as un bac, quoi, tu demandes, j'ai un bac littéraire. Certaines personnes se disent non, je dois faire quoi après et tout et tout. C'est vraiment les bacs littéraires ne sont pas assez valorisés, en fait. Je me dis ça. Je me dis aussi que je me suis orienté d'un bac littéraire parce que je n'avais personne pour m'orienter. Donc, ceux-là qui me regardent, les jeunes étudiants, les jeunes élèves, en fait, moi, je les conseillerais plutôt d'aller dans les lycées techniques. Bien, il faut orienter plutôt dans les bacs scientifiques. Parce que les bacs littéraires, il n'y a pas assez d'ouverture, en fait. Ils n'ont pas assez d'ouverture, en fait. En fait, personnellement, moi, je me suis orienté, il faut d'abord noter que moi, j'ai d'abord fait un an. Après avoir eu mon baccalauréat, j'ai d'abord fait un an perdu. Je suis allé à l'université, de Tchang. Je me suis lancé j'ai étudié la filière histoire et géographie. Au cours de l'année, lorsque j'ai étudié la filière histoire et géographie, il y a eu une annonce du ministre de l'Emploi qui sort. Le ministre de l'Emploi qui dit, je cite, tous ces parents-là qui envoient leurs enfants dans les universités faire histoire ou géographie. Sachez qu'après cela, c'est le chômage. Imagine-toi le ministre de l'Emploi faire quelque chose de ce genre. Tu vois et tu écoutes. C'est pas ça, Canal 2, tu vois, tu écoutes, tu dis que merde. de façon réelle, ça? De façon réelle, tu vois, tu écoutes, tu dis que merde. Le ministre de l'Emploi lance quelque chose comme ça. Tu te sens consigné parce que tu fais la filière, directement le mois, les parties et tout et tout. J'ai même arrêté au cours de l'année. J'ai appelé la mère, non, il ne peut pas continuer. Il ne peut pas continuer à faire histoire, géographie. Je vais m'arrêter au milieu de l'année. C'est bien après que je me suis lancé dans les petits, je me suis lancé dans la vie en fait. Je me suis lancé durant, puisque j'ai arrêté au cours de l'année, je me suis lancé dans les activités, tout. On m'a dit que bon, tu vas arrêter comme ça, tu vas faire quoi? Tu es assez jeune, tu ne peux pas dire que tu vas te mettre à lancer dans le commerce, tu es assez jeune. Au moins, c'est un diplôme. On m'a conseillé de faire comptabilité, car la comptabilité, ça ouvre beaucoup de voies. Tu peux être entrepreneur, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat et tout. Raison dans laquelle je me suis lancé dans la comptabilité. Donc, vous êtes lancé dans la comptabilité non pas par passion, mais par intérêt en fait. Non, pas intérêt, pas par passion, par intérêt en fait. Et histoire, vous l'avez fait pourquoi? Non, histoire, parce que je me suis dit, j'avais un cours d'histoire au lycée qui nous marquait beaucoup, ça vient des spéciaux. On a toujours un cours qui nous marque au lycée. J'avais un cours d'histoire qui me marquait beaucoup au lycée. Lorsqu'il entrait, j'étais fier de voir ce prof-là. Lorsqu'il entrait, j'étais fier de le voir. Je me suis dit que non, après mon bac, j'ai pas étudié l'histoire, je vois ça à l'université. Mais où est passé le rêve d'être comme Monsieur Issola? Non. Il faut noter qu'il y a les réalités de la vie. La vie noire, il y a les réalités de la vie qui nous rattrape toujours. Il y a les réalités de la vie qui nous rattrape toujours. Le rêve, là, on va mettre ça quelque part et garder, se concentrer d'abord sur nos intérêts. Se concentrer sur les intérêts, ce qui a permis à Kevin aujourd'hui de s'orienter vers la filière comptabilité dans une université publique ou privée, Kevin? Dans une université privée. D'accord. Et vous, Vanessa, qu'est-ce qui vous pousse à choisir votre filière?
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir votre filière à l'université? Bon, en fait, j'ai longuement réfléchi et honnêtement, j'étais toujours perdue. Je n'ai pas pu trouver. C'est avec l'aide d'un papa que j'ai pu, en fait, il m'a conseillé, j'ai fait la gestion, la comptabilité également. Il m'a conseillé de faire la comptabilité et je me suis lancée sans hésiter parce que c'est un papa que je respecte beaucoup d'ailleurs et lui également, il a fait comptabilité. Donc, je me suis dit, un papa ne peut pas me conseiller quelque chose qui est mauvais pour moi en fait. Voilà, je me suis lancée. Donc, du coup, vous avez fait comptabilité aussi, c'est ça, gestion de la comptabilité, ici à l'université de Douala. L'université de Douala. Parce qu'on vous l'a conseillé en fait. C'était pas par passion. C'était pas facile, c'était pas par passion. C'était d'ailleurs très difficile. Mais j'ai quand même obtenu ma licence. Justement, vu que vous l'avez fait parce qu'on vous l'a conseillé, est-ce que le parcours était facile? Est-ce que c'est... C'était pas facile, pas du tout. Pas du tout. Et qu'est-ce qui vous a motivé à continuer? Quand on voit les parents qui se démènent chaque jour pour nous, en fait, ce qu'on veut, c'est ne pas les décevoir. En fait. On veut réussir d'abord pour nos parents. En fait, pour mes parents, je me suis battue pour eux, en fait. Donc, du coup, la licence en gestion, là, tu l'as obtenue pour tes parents? Pour mes parents. Et qu'est-ce que tu voulais faire à la base? À la base, je voulais faire le droit. À la base, je voulais faire le droit parce que j'ai un bac A également. Je suis passionnée de droit. Mais dans notre pays, on constate que pour faire le droit, je voulais être avocate en fait. Mais il faut faire de longues études. Beaucoup d'études. Et ça m'a découragée en fait. Ça m'a un peu découragée. Et vous avez décidé d'être avocate des chiffres et des comptes, quoi. Ouais. En quelque sorte. Mais vous dites que ça vous a découragé. Comment ça vous a découragé puisque c'était quelque chose que vous aimiez en fait? La passion n'était pas assez forte, l'amour pour cette filière-là n'était pas assez convaincant. Je dirais que jusqu'à présent, j'aime toujours le droit. Beaucoup même. Et qu'est-ce Il y a plusieurs, je sais pas comment je vais appeler ça, plusieurs phénomènes qui m'ont un peu ralenti. Déjà, le fait les avocats. Ouais. Ils ont, je sais pas. Allez-y. Les avocats, ce sont des grands menteurs, en fait. Je vais dire ça comme ça, oui, des grands menteurs, entre guillemets, parce que... C'est un peu fort, là. Excusez, je prie les avocats de m'excuser, mais c'est la vérité, en fait. Parce qu'il y a deux personnes qui viennent là. Un assassin et, je sais pas, une famille qui a perdu, disons, un enfant. Et de l'autre côté, on a le monsieur qui a tué l'enfant. Oui. Automatiquement, il y aura deux avocats. L'un va soutenir la bonne cause et l'autre va soutenir l'assassin. Justement, il va se démener pour prouver que l'assassin avait raison. Voilà, c'est ça qui m'a un peu effrayé. Donc, du coup, tu ne voulais pas avoir, comment dire, les charges sur la conscience morale et tout ouais, ça. Pas du tout. Donc, c'est ça qui t'a limité, c'est ta passion de vouloir exercer ton droit, le droit. Ouais. Et tu as penché pour les chiffres. Si tu avais un conseil à donner à un jeune bachelier là maintenant qui te regarde là, sur le choix de comment choisir sa filière, en fait, tu lui diras quoi? Bon, je dirais aux jeunes de suivre leur passion. Alors que toi, tu n'as pas fait. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais parfois, je sais pas. J'ai toujours cette passion-là en moi. Je dirais aux jeunes de beaucoup écouter les conseils aussi. Écouter les grands frères, pas forcément vos grands frères de la maison, mais il y a des personnes là d'ailleurs qui donnent des conseils vraiment pertinents. Écoutez vos parents. Surtout, écoutez vos parents, oui. C'est important. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était un agréable moment passé en votre compagnie. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Même lieu, même heure. Merci.